Donc, ce soir, Jean-Baptiste Bruno va nous parler donc de l'action de la Marine nationale au cours de la Première Guerre mondiale et surtout, compte tenu de l'appétence de Jean-Baptiste sur les questions littéraires, de la manière dont effectivement cette Première Guerre mondiale a été ensuite mise en récit. On va voir comment. Je te laisse la parole. Merci Thomas. Bonsoir à tous. Avant toute chose, je voudrais préciser le sens de cette conférence. Il ne s'agit pas exactement de dire ce que fut le combat des marins pendant la Première Guerre mondiale, mais bien de présenter et d'expliquer le regard porté par les marins de la marine de guerre sur la guerre qu'ils ont dû affronter pendant et après le conflit. Je dis bien affronter parce que cette guerre a été, comme pour tous les combattants, une épreuve, mais surtout parce que la forme que cette guerre a prise les a amenés à s'interroger profondément sur le sens de leur engagement, interrogation qui est, disons-le tout de suite, une déception. Pour le dire autrement, la guerre navale que les marins ont dû mener n'est pas celle à laquelle ils s'étaient préparés. Et ce hiatus entre leurs attentes et la réalité doit beaucoup à l'absence de combat, c'est-à-dire de confrontation avec l'ennemi. La guerre sur mer, déjà au cours de la Première Guerre mondiale, c'est très largement, en effet, l'action d'une armée au service du combat d'une autre armée. Il ne s'agit évidemment pas ici de nier ou de minorer l'importance de l'action de l'armée de mer, action dont, faut-il le rappeler, les résultats ont conditionné la victoire finale des Alliés. Il n'empêche, pour le dire brutalement, la marine n'a pas fait la guerre qu'elle espérait et qu'elle attendait. C'est de ce constat qu'il nous faut partir pour comprendre les conséquences d'une littérature maritime singulière au regard de son homologue terrestre. Pourquoi est-ce qu'elle est singulière ? D'abord par le très faible nombre de récits, romans et mémoires dont on dispose, surtout si on les compare à la production des combattants du front terrestre. Si l'on est confronté à ce que l'on appelle une hypermnésie des combattants de la Première Guerre mondiale sur le front terrestre, c'est plutôt l'amnésie qui domine sur le front maritime, que ce soit la marine de commerce ou la marine de guerre. Les marins sont d'ailleurs les premiers à dénoncer ce qu'ils considèrent comme une conspiration du silence qui renvoie à celle que la marine aurait dû affronter pendant le conflit et plus généralement à celle qu'elle subirait de toute éternité, mais on pourrait revenir évidemment sur ce lieu commun. La singularité de cette littérature maritime aussi, c'est son aspect univoque. La tonalité de cette littérature contraste avec la variété de la production qui émane du front terrestre. Alors, une précision d'abord sur le sens de ce terme de littérature maritime. Jean Vic, qui publie entre 1918 et 1923 La littérature de guerre, manuel méthodique et critique des publications de langue française, définit la littérature maritime comme la totalité de la production écrite sur la guerre navale. Les ouvrages de fiction, les témoignages, les essais, les articles sur les enseignements tactiques et stratégiques du conflit. Donc c'est une définition beaucoup plus large que celle que nous pouvons entendre quand nous entendons aujourd'hui le terme de littérature, terme que nous associons très fréquemment à littérature de fiction. Notre propos s'inscrit donc ici résolument dans la perspective d'une histoire culturelle qui cherche à cerner le regard porté par les marins sur leur guerre. Nous allons donc nous attacher spécifiquement aux ouvrages de fiction, aux récits historiques et aux récits personnels, c'est-à-dire les témoignages, qu'ils soient postérieurs aux faits, je pense notamment aux mémoires des combattants, ou contemporains des faits, à savoir les journaux intimes et les correspondances, qui ont évidemment cette particularité pour les ouvrages contemporains des faits d'être ignorés des contemporains. Par définition, il est très rare de voir, mais on a quelques exemples néanmoins, les correspondances ou les journaux intimes publiés au cours de la Première Guerre mondiale. Mais évidemment, ce qui est intéressant pour nous, c'est de les regarder pour voir comment est-ce que ces journaux intimes, ces correspondances, peuvent éclairer et faire ressortir les logiques inavouées et inavouables de cette guerre. Alors, premier point d'abord, quelles sont les sources dont on dispose pour cerner le sujet. Alors, il ne s'agit pas de vous faire un catalogue exhaustif de la production littéraire, mais essayer de présenter une typologie des sources dont on s'efforcera de souligner les temporalités différentes, en commençant par celles qui sont portées en premier à la connaissance de l'opinion publique. Première apparition, premier surgeon de cette littérature maritime, ce sont très classiquement les récits des combattants. Alors, on rangera dans cette catégorie les mémoires des officiers généraux ou supérieurs, dont l'intérêt, il faut le dire, est très faible pour comprendre la mentalité des combattants. Alors, ce n'est pas un scoop, on ne lit pas davantage et à cette fin les mémoires de Foch ou des différents généraux de la Grande Guerre.
Il faut noter de toutes les façons que ces mémoires sont relativement rares. Je pense évidemment aux mémoires de l'amiral Ronarc'h, mais sinon, on n'a pas grand-chose. Un peu plus tard, on aura la publication d'un certain nombre de textes. Je pense aux remarquables mémoires de l'amiral d'Aveluy, qui sont évidemment passionnantes, mais très peu centrées sur l'expérience combattante. Il y a aussi les témoignages des combattants, qui sont extrêmement rares et qui peuvent emprunter à différentes formes. C'est souvent le récit d'une expérience, parfois appuyé sur des notes intimes ou sur une correspondance. On peut ainsi, dès l'année 1915, lire la correspondance du lieutenant de vaisseau Balland, officier sur le Léon Gambetta, qui a été torpillé en avril 1915, et dont des extraits de la correspondance ont été publiés dès 1916. On a la correspondance d'un officier marinier, Pierre Bouchandom, dont la correspondance, elle aussi sous forme d'extrait, a été publiée en 3 livraisons entre octobre et novembre 1918 dans la Revue de France. Mais l'essentiel a été publié après la Première Guerre mondiale. Alors, je cite quelques-unes de ces correspondances, mais j'allais dire, je les cite presque toutes. C'est la correspondance de l'enseigne Auguste Lefebvre, qui est membre de l'état-major du Léon Gambetta, qui va être publiée en 1919, celle de Pierre Dillard, publiée en 1925, celle de Joseph de Pamplonne en 1928, c'est enseigne de vaisseau, et celle du lieutenant de vaisseau Dupouet en 1932. Plus récemment, on a eu en 2008 la correspondance de Louis Venin, qui est absolument passionnante, et encore plus récemment, celle du maître coq à bord du Suffren, Henri Suyot, qui a été publiée. Il s'agit là donc de correspondance. Pour les journaux intimes, nous n'avons aucun texte comparable à celui des combattants de la Grande Guerre sur mer, de la Grande Guerre sur terre, si, à l'exception toutefois des journaux de marche des lieutenants de vaisseaux Marchand, Prieur et de Luc Platte. Mais ce sont des marins à terre, ce sont des marins de la brigade Ronarc'h, des fusiliers marins, et ils rendent compte d'une expérience très spécifique, très particulière au sein de la marine. Une exception toutefois, le carnet de bord du futur amiral docteur, qui a été publié en 1929. On a aussi quelques récits de combattants qui ont été publiés dans la célèbre collection de chez Payot, vous connaissez sans doute, Mémoires et récits pour servir à l'histoire de la Grande Guerre. Alors, il y a peu de récits d'officiers ou de matelots ou d'officiers mariniers, mais on a néanmoins un ouvrage, En patrouille à la mer, qui est une sorte de recueil de différents témoignages qui ont été publiés au tournant des années 20 et 30. Il s'agit là de contributions d'officiers supérieurs et d'officiers généraux uniquement. Ce qui est intéressant dans ces récits, tels qu'on peut les lire dans En patrouille à la mer, c'est qu'ils se présentent comme des témoignages. Alors évidemment, c'est très intéressant puisque au tournant des années 20 et 30 est publié un ouvrage très célèbre, Témoin, de Jean Norton Crue, qui évalue en quelque sorte la fiabilité et l'historicité des témoignages que l'on peut avoir sur la Grande Guerre à terre. D'une certaine manière, les enseignements et les critiques que développe Norton Crue vis-à-vis des différents récits qu'il a examinés, les marins, notamment on le voit dans En patrouille à la mer, mais on va le voir sur un autre texte très intéressant, font leur miel en quelque sorte de ces critiques pour essayer justement d'être le plus proche possible de la réalité, ou du moins de ne pas se couper dans le récit. Je dis habileté dans la rédaction. L'exemple le plus intéressant à mon sens de témoignage, c'est l'ouvrage de César Faubras, que vous connaissez peut-être, Jean Le Gouin, le journal d'un simple matelot pendant la Grande Guerre. Alors qui est un texte absolument passionnant, puisque c'est un des seuls textes que l'on ait écrit par un matelot, et non pas écrit par l'encadrement, officier marinier ou officier d'état-major, écrit par un matelot qui raconte sa guerre sur mer, évidemment de manière extrêmement corrosive. César Faubras est antimilitariste, il sera un des fondateurs de la corporation de la CGTU de la marine marchande, donc c'est quelqu'un qui est très remonté contre la marine, qui va, dans les années d'entre-deux-guerres, s'illustrer par cet ouvrage, Jean Le Gouin et Mer Noire, où il prend ouvertement position pour les mutins de 1919. Alors, il y a 2 ouvrages néanmoins originaux que l'on peut citer. Un reportage, déjà, c'est celui d'Edmond Tranin, Les Rouliers de la Gloire, publié aussi chez Payot, qui est consacré à l'action de la marine, mais de la marine de commerce, qui est une sorte de reportage sur le vif qui est fait et qui est publié dans les années 20. Enfin, dernier exemple, le plus singulier sans doute, c'est celui de Maurice Larouille,
qui publie dès 1915 le premier volume, il y en comptera 3, de ces Vagabonds de la gloire, qui est un ouvrage très curieux qui mélange le récit, l'essai, le plaidoyer de son expérience, mais aussi de celle de ses camarades au cours de la Grande Guerre. Alors, il est une autre catégorie de récits qui prennent une forme plus littéraire, sans que l'on puisse pour autant les qualifier de récits de fiction, de littérature à proprement parler. Je pense aux ouvrages de Daniel Parège, qui est le pseudonyme d'un officier de marine, le lieutenant de vaisseau Lepage, qui va publier des nouvelles qui mettent en scène la vie des marins, de Bernard Franck, l'enseigne de vaisseau Henri Poulaille, de Gérard Bauer, de Louis Guichard, qui sera historien aussi au service historique de la marine dans les années d'entre-deux-guerres. Cette production de fiction commence très tôt, au cours même de la guerre, et va se poursuivre tout au long de l'entre-deux-guerres. Alors, à s'en tenir à une définition générique très stricte, cette production devrait s'inscrire dans le cadre de la fiction. Elle devrait être considérée, cette production devrait être considérée comme une production fictionnelle. Mais nous sommes ici entre historiens, et la qualification générique d'un texte ne correspond pas forcément à l'idée que les lecteurs s'en font. C'est, depuis les travaux d'Umberto Eco, quelque chose qui est bien connu. Un texte est aussi ce que les lecteurs en font. Et en la circonstance, c'est bien cela qui nous préoccupe. Et disons-le tout de suite, les lecteurs sont convaincus devant les textes de Parège, de Franck, de Bauer, de Louis Guichard, d'être face à des récits d'expériences personnelles et non face à des romans à proprement parler. Donc on a toute cette grande partie de cette littérature maritime qui est liée en quelque sorte au témoignage, au récit d'expérience. Deuxième grand volet de cette littérature maritime, les romans, au sens propre du terme, les ouvrages de fiction, qui sont, là aussi, il faut le dire, rarissimes. Il faut différencier deux temps, le temps de la guerre et le temps de l'après-guerre. Les romans contemporains de la guerre peuvent grossièrement se diviser en deux catégories. Il y a la guerre fantasmée, disons-le, par les romanciers maritimes, qui vont reprendre les canons de la littérature maritime populaire, d'avant-guerre dans sa dimension aventureuse. C'est la moderne adaptation des romans de corsaires, de pirates, 20 milieux sous les mers, par exemple aussi. C'est par exemple Gaston Leroux avec La bataille invisible. C'est aussi Léon Berthaud avec son chasseur de pirates. On est dans cette veine picaresque, en quelque sorte, très classique. Vous avez aussi, deuxième partie de ces romans contemporains de la guerre, ce qu'on pourrait appeler la littérature d'édification, les romans patriotiques, qui font la part belle à l'action dans une logique d'édification patriotique. L'exemple le plus célèbre, ce sont les titres de la collection de la Maison Rouff, que vous avez peut-être déjà vu, ça se trouve beaucoup dans les brocantes, qui sont des sortes de nouvelles d'une trentaine de pages qui mettent en scène les grands combats navals. Alors, la collection Rouff compte plusieurs dizaines, voire centaines de numéros. L'essentiel est consacré à l'armée de terre, mais quelques numéros sont consacrés à l'action de la marine, sous la plume notamment de Georges Toudouze, qui est une des grandes figures de la littérature maritime des années 1890-1920. En fait, de texte littéraire original, un véritable roman, il n'y a à ma connaissance qu'un seul ouvrage, et qui est signé d'un auteur que nous avons déjà vu, Maurice Larouille, de manière anonyme. C'est le récit d'un transport torpillé qui obtiendra le prix Femina en 1917 et qui met en scène la marine de commerce avec le récit d'un commandant d'un navire de commerce pendant la guerre. Ça, c'est pour les romans de la Première Guerre mondiale. Il y a ceux qui arrivent après, et les romans des années d'entre-deux-guerres vont presque exclusivement se cantonner à ce qu'on pourrait appeler la logique de l'aventure. On la met au goût du jour avec notamment les récits d'espionnage, les romans d'espionnage, avec une part belle qui est dévolue au deuxième bureau de l'état-major. Ce sont par exemple les romans de Jean Toussaint Sama, La Vierge de la Merci, bon, ce genre de romans qui renvoient à la littérature populaire, disons-le, la paralittérature, c'est pas de la grande littérature, mais c'est assez intéressant pour percevoir évidemment l'intérêt, les aspects les plus saillants à mettre en avant de cette guerre sur mer. Troisième grand volet de cette littérature maritime, c'est la production historique et historiographique, à proprement parler. Alors il y a une différence. Il y a d'abord les historiens qui s'inscrivent
dans la veine traditionnelle de ce que l'on pourrait appeler l'histoire positiviste. C'est-à-dire que c'est une histoire très opérationnelle qui est proposée au grand public. La description des combats intéresse beaucoup moins que les enseignements stratégiques et tactiques des batailles. Alors évidemment, l'exemple le plus célèbre, et que vous connaissez sans doute si vous avez déjà travaillé un peu sur la Première Guerre mondiale, ce sont les ouvrages du commandant Tomasy, qui va publier 5 volumes de sa marine française dans la Grande Guerre, ouvrage extrêmement utile, mais très aride pour qui s'intéresse à la chose militaire. Même ceux qui laissent penser qu'ils vont verser dans une veine un peu plus audacieuse, je pense au titre des ouvrages du commandant Vedel, Nos marins à la guerre, Sur nos fronts de mer. Alors on a le sentiment qu'il va y avoir quelque chose qui va permettre de toucher l'humain un peu plus. En réalité, il n'en est rien. On retombe sur une histoire très opérationnelle. C'est un peu une publicité mensongère du titre. Il faut aussi signaler le Polchak de la première époque, qui est très courte. Polchak commence sa carrière d'historien au service historique de la marine par un ouvrage qui est un ouvrage extrêmement sérieux, extrêmement austère, La guerre des croiseurs, en 2 volumes, publié chez Lavozelle, et qui illustre parfaitement ce genre de l'histoire opérationnelle très aride. Alors, il ne s'agit absolument pas d'une critique de ma part quand je parle de cette aridité, ou pour faire grief à ces historiens d'omettre une dimension historiographique, à savoir le vécu des combattants, qui aujourd'hui nous semble incontournable. Les historiens sont fils de leur temps. Cette veine-là, les historiens de l'armée de terre ne s'y intéressent pas beaucoup plus. Et finalement, cette dimension historiographique d'expérience combattante, elle est relativement récente. Donc, difficile de reprocher aux historiens de l'ignorer. Il y a ensuite ce que l'on pourrait appeler les historiographes, c'est-à-dire ceux qui utilisent l'histoire à des fins particulières, et notamment à des fins de célébration. Et l'auteur qui va s'illustrer, c'est le Polchak de la 2e période, c'est-à-dire lorsqu'il commence à publier ses ouvrages à partir de 1925, avec notamment Claude Farrer pour Combats et batailles sur mer, et puis à partir de 1926, il publie On se bat sur mer, et toute la série de ses ouvrages qui sera republiée dans cette célèbre collection Marins à la bataille, qui dit bien tout l'enjeu de cette historiographie. Alors, après ce rapide survol, qu'est-ce que l'on peut dire de cette production publiée? Qu'est-ce qu'elle dit de cette guerre sur mer? Cette production, elle est marquée par le souci de mettre en valeur la gloire des combats de la marine, c'est-à-dire les actions dans lesquelles les marins sont confrontés à l'ennemi, les combats où ils peuvent montrer qu'ils se battent à proprement parler. Et évidemment, c'est Polchak qui est un artisan de la gloire navale de l'entre-deux-guerres, qui va multiplier les ouvrages où il célèbre les marins qui, selon son expression, montent au front à la manière de Surcouf. Alors, un certain nombre de remarques doivent être posées concernant cette littérature. Première remarque, cette production, à la différence de la littérature du front terrestre, est très largement celle de marins professionnels. Ce sont des officiers de marine, très largement, qui la produisent. Et évidemment, c'est un point absolument essentiel. D'abord parce que cela signifie que le regard qui est porté sur le conflit et qui s'impose est un regard de militaire. À l'exception notable de César Faubras, ce sont presque tous des officiers de marine de carrière. Deuxième point essentiel, c'est un regard, parce que c'est celui de marin professionnel, qui ne peut pas être totalement détaché des attentes de l'institution, d'autant plus qu'un certain nombre de ces officiers sont toujours en poste au moment où ils publient ces ouvrages. Alors, il ne s'agit pas de dire que ces officiers produisent sur ordre, mais ce qu'ils écrivent renvoie aussi au discours qui accourt dans la marine, dans l'entre-deux-guerres, et évidemment, c'est un témoignage extrêmement précieux pour comprendre la mentalité des marins au lendemain du conflit. Deuxième remarque, c'est une littérature qui s'inscrit dans la veine du combat héroïque, dans la tradition des récits de la gloire militaire. À lire Polchak, la guerre sur mer aura été d'abord et avant tout une guerre de rencontres où la marine a été engagée dans des combats au sens habituel du terme. Il n'est d'ailleurs pas le seul à le dire. On peut rappeler le commandant Fortin qui est reçu à l'Académie nationale des sciences, des belles-lettres et des arts de Bordeaux en 1926 et qui célèbre dans son discours de réception, je cite, « les charges ardentes de torpilleurs, véritable cavalerie maritime ». Outre Polchak et le commandant Fortin, on peut citer l'ouvrage de Bernard Franck, Le carnet d'un enseigne de vaisseau, Souvenir de la vie de patrouille, août-novembre 1905, qui est paru en 1924 et qui est republié en 1929 sous un titre encore plus explicite, À l'abordage.
Alors, il s'agit du journal de bord de l'enseigne de vaisseau Henri Poulaille, qui est le second du Nordkaper, qui, avec le Paris II, appartient à ce qu'on appelle la division corsaire, qui patrouille en mer Égée et va prendre à l'abordage, en pleine Première Guerre mondiale, un voilier. Cet épisode glorieux, évidemment, est très célèbre. Il va être repris dans les journaux, dans la presse, comme l'illustration de ce que l'on appelle la Furia Francese, la furie française, l'énergie, qui permet de faire prisonnier Ahmed Pacha et son état-major, environ une cinquantaine d'hommes. État-major et Ahmed Pacha qui devaient aller en Tripolitaine pour fomenter un soulèvement pour le compte de l'Allemagne. Alors, il s'agit d'un des épisodes les plus célèbres qui permet évidemment de renouer avec la tradition de l'abordage et des corsaires. Ce qui est évidemment intéressant, c'est de noter que cet événement, il est porté au nu comme une sorte de synecdoque de l'action de la marine de guerre. Un exemple représentatif, c'est la partie pour le tout, en quelque sorte, alors qu'il n'est qu'un événement isolé, bien entendu, dont l'utilité laisse pour le moins dubitatif. La geste, ici, est sacrifiée à l'efficacité. Cela participe certainement au travail d'édification des Français quant à l'admiration qu'ils doivent à leur marine, fort peu à leur instruction sur la réalité du travail et de l'action de la marine. 10 ans plus tard, en 1938, l'exorde de Paul Schack à un jeune marin reprend cette antienne. Alors, je vous cite cet extrait qui est un peu long, vous me le pardonnerez, mais il permet de bien comprendre avec quoi vivent les marins et la manière dont ils envisagent leur action. Mes lectures à moi m'avaient révélé une marine où les combats s'achevaient toujours à l'abordage, la hache, le sabre ou le pistolet au poing et le couteau aux dents. Tu as lu, toi aussi, sans doute des récits de ces temps épiques. Et tu hésites parce que tu penses que ces temps-là sont révolus. Des gens affirment que, grâce au progrès de la science, les navires ne se battront plus qu'à des portées effrayantes, presque hors de vue les uns des autres. N'en crois rien. La guerre de 14-18 a vu au moins 2 abordages. Certaines rencontres de torpilleurs dans la mer du Nord, sur les bancs de Flandre et dans l'Adriatique, se sont achevées en vraie mêlée, à bout portant. Les exploits des vedettes lance-torpilles italiennes valent les plus belles actions des frégates, des briques et des brûlots d'autrefois. Et puis il y a la mer plus forte que l'homme et la science, la mer avec ses temps bouchés et ses brumes épaisses qui font que parfois on distingue l'ennemi qu'à portée de pistolet, la mer aux 100 000 caprices grâce auxquels, en paix comme en guerre, la mort vous frôle souvent et vous prend quelquefois. Tu aimes le risque, tu seras marin, qui est le titre de cet ouvrage. Alors une remarque tout de suite sur ce choix de la mise en valeur de l'action héroïque, c'est un choix qui réduit considérablement l'étendue des missions effectuées par la marine au profit de ses seules actions d'éclat. Nul ne cherche à contester l'engagement des marins dans la guerre, mais réduire cet engagement au combat est singulièrement réducteur. De manière très révélatrice, les opérations de logistique, de transport de troupes, malgré leur succès, sont totalement ignorées de cette veine. Pour ne citer qu'un exemple, le transfert de l'armée serbe, qui est une des actions les plus glorieuses de la marine française pendant la Première Guerre mondiale, remarquable dans son exécution, est expédié en un paragraphe dans toute l'œuvre de Paul Schack, alors que les attaques des navires de pêche par les sous-marins allemands, dont les conséquences sont nettement moins importantes, remplissent des dizaines et des dizaines de pages. Donc on a une vision de l'action de la marine totalement faussée. Alors troisième remarque, ce que vous avez peut-être entendu en écoutant le morceau d'anthologie que je viens de lire de Paul Schack, c'est le plaidoyer presque rageur, presque désespéré, effectué par l'auteur. C'est une logique défensive. C'est évidemment le cas de toute l'œuvre de Paul Schack, mais cette logique, elle ne naît pas dans les années 20. Elle naît dès le premier conflit. Au cours du conflit, il y a cette logique de plaidoyer. On le voit très bien avec la nouvelle, par exemple, de Daniel Barège, dans son ouvrage « Nous les marins », dont le titre lui-même sonne comme un reproche. « Nous les marins, ne nous oubliez pas », parce que c'est bien cela dont il s'agit. Dans sa nouvelle « Les Brisques », il met en avant l'idée d'un combat qui, pour être mal connu, n'en est pas moins admirable. Je cite: « Ceux qui prétendent nous juger se préoccupent des navires coulés et non pas de tous ceux qui ne le furent pas inquiétés, parce que les marins faisaient bonne garde. Ils ne songent pas non plus que cette chasse aux sous-marins nécessite l'éparpillement de nos forces navales, puisqu'il faut battre la plus grande surface de mer possible, tandis qu'elle devrait être constamment rassemblée pour s'opposer efficacement à chacun des raids hardis contre lesquels on nous reproche de rester impuissants. » Cette logique, ce discours, est hérité de celle qui apparaît dès le temps de guerre, comme le montre le reportage sur les rouliers de la mer d'Edmond Tranin, qui vise à infirmer le discours ambiant sur la marine qui ne fait rien, discours ambiant ou qu'on suppose tel. On reviendra là-dessus. Ce discours, il est d'autant plus facile à
activer cette logique de justification, elle est d'autant plus facile à activer que c'est le fonds de commerce des publicistes maritimes depuis les années 1830. Vous avez tous entendu ça, les Français ignorants de la mer. Un mythe à faire définitivement sauter si l'on peut, je m'y emploierai un jour ou l'autre, mais qui apparaît très peu crédible. Il y a dans cette logique une volonté pédagogique évidente de la part de ces écrivains. Il y a la volonté d'expliquer à la masse ignorante l'injustice de son mépris vis-à-vis des combattants qui, certes, n'ont pas combattu à la manière des poilus, mais auxquels on ne saurait pourtant refuser le statut de combattant. Ce qui est à dire très intéressant, c'est que cette pédagogie, elle porte bien moins sur une explication claire des missions, parfois sans gloire, des marins, que sur la dénonciation des réticences des Français vis-à-vis de leur marine. En fait, de pédagogie et d'instruction, c'est une édification des Français auquel tous ces auteurs s'attellent sur l'air de « on va vous faire voir ce que vous refusez de regarder en face ». Il ne s'agit pas tant d'expliquer que de rétablir la vérité, comme si la marine et les marins étaient victimes d'une accusation calomnieuse, celle de n'avoir pas combattu. Cette veine, évidemment, pédagogique, elle est très importante parce que d'elle découle toute une série de postulats. La marine est victime d'un complot du silence, la marine est victime de l'inconséquence des Français et de leur ignorance des choses de la marine. Vous l'entendez ici, c'est le mot « victime » qui est important. On fait un vilain procès à la marine en lui refusant de reconnaître ses mérites, pire, en taisant volontairement sa gloire et son héroïsme, comme si ces dernières pouvaient seulement être liées au combat. Cette veine héroïque qui fait la part belle au combat sur mer renvoie à un imaginaire qui est celui de la marine à voile. Imaginaire qui explique la vogue qui entoure deux types de récits, ceux des corsaires et ceux de l'arme sous-marine. En ce qui concerne les corsaires, il faut rappeler la fascination exercée par les deux plus célèbres corsaires allemands de la Première Guerre mondiale, le commandant von Lückner et le commandant von Müller qui commande l'Emden. L'action de ces deux officiers de marine, sur le plan stratégique, est d'un intérêt, disons-le tout de suite, extrêmement limité, mais leur geste fascine, parce qu'elle renvoie à l'imaginaire de la course, donc de la rencontre. De manière très révélatrice, celui qui est porté au nu, alors il faut dire que c'est un personnage, si vous avez l'occasion de lire les mémoires du commandant Lückner, c'est une sorte de pirate égaré en plein XXe siècle, pirate romantique, ça explique évidemment cette fascination. De manière tout aussi révélatrice, il me semble que la célébration dans une moindre mesure de la figure de l'amiral Guéprat s'explique par l'allant dont il témoigne au combat lors de l'opération des Dardanelles, au mépris des limites du personnage et de l'échec de l'expédition, faut-il le rappeler. D'une certaine manière, il vaut mieux un fou au combat qu'un sage en patrouille. C'est évidemment, la formule est évidemment très exagérée, mais la tension est bien là, comme en témoignent les articles nécrologiques qui ont été écrits par Paul Schack au lendemain de la mort des deux amiraux anglais de la Première Guerre mondiale, l'amiral Jellicoe et l'amiral Beatty. L'amiral Jellicoe apparaît comme le représentant du sage en patrouille, c'est le Silent Service, et l'amiral Beatty, peut-être pas le fou au combat, mais l'illustration de ce qu'on pourrait appeler le fighting spirit, l'esprit du combattant. Je vous donne deux extraits de ces deux nécrologies qui sont évidemment très, très intéressantes à étudier. Dans Jellicoe meurt le premier, à lui l'honneur, Paul Schack rappelle la grandeur de l'amiral Jellicoe qui a sacrifié délibérément sa réputation de chef de guerre dans une bataille, celle du Jutland, qu'il était quasiment certain de gagner pour maintenir la Royal Navy au premier rang des flottes européennes au lendemain de la victoire. Alors, je ne suis pas sur cette analyse qui m'apparaît assez fumeuse, mais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit. Les conséquences du Jutland valent celles de Trafalgar. La flotte allemande a été annihilée comme si elle avait été détruite. La flotte anglaise est restée intacte et jusqu'à la fin de la guerre, elle n'a cessé de s'accroître. Quant à la flotte française, elle est sortie du conflit usée jusqu'à la corde. Pour le dire autrement, il analyse froidement le refus de combattre de l'amiral Jellicoe et il lui accorde un satisfecit. L'amiral Jellicoe a sacrifié sa gloire personnelle à la finalité de sa mission. Et à ce titre, il doit être honoré. Donc, on est dans, finalement, une démarche très raisonnable de l'analyse du combat du Jutland. Mais, d'un autre côté, quelques mois après, meurt l'amiral Beatty, et qu'est-ce qu'il dit de lui ? Eh bien, il célèbre en lui un tempérament de chef, une âme de combattant. À la guerre, un amiral qui s'est croché dedans est plus utile que le meilleur technicien. Et on voit un discours passablement ambigu quand on connaît ce qu'il écrit sur l'amiral Jellicoe. Il dit
Il évoque la poursuite des croiseurs de l'amiral Hipper par Beatty dans le cadre de la bataille du Jutland, poursuite dans laquelle il sème les navires Barham qui sont censés l'assister dans cette poursuite, et il s'exclame « erreur grave et magnifique ». Il convient que l'amiral Beatty a commis des erreurs graves, mais elles disparaissent devant son énergie, son audace, sa ténacité. Malgré des pertes terribles, il a saisi toutes les occasions d'attaquer. Autrement dit, Beatty fait absolument n'importe quoi, mais enfin quel type quand même, parce que c'est quand même exactement ce qu'il est en train de nous dire. Finalement, il est difficile de dire qui de Beatty ou de Jellicoe mérite le plus d'hommages. En réalité, ce que donne à entendre Paul Schack, c'est la tension qui persiste entre le monde tel qu'il est et celui qu'on aimerait qu'il soit. C'est Jellicoe, bien sûr, qui a raison, et qui a la raison avec lui. Mais qui peut admirer le fort Anthem ? C'est ça la question. Est-ce que les forts Anthem, est-ce que les officiers généraux raisonnables peuvent susciter l'enthousiasme des marins ? C'est une autre question. Alors, en ce qui concerne les sous-marins, le regard qui est porté sur eux dans cette littérature est plus ambigu. Il n'en est pas moins teinté d'une véritable fascination, dont témoigne la multiplication des ouvrages qui mettent en scène l'arme sous-marine. Vous avez l'U-31 de Jean Baumard, En plongée, conte sous-marin de Bernard Franck, L'Andromède, roman d'un sous-marin de Maurice Guerre, Le secret de l'U-35 de G. de Rollin, les différents romans de Jean Toussaint Samar. Donc on a cette fascination pour l'arme sous-marine avec une ambiguïté réelle. L'arme sous-marine est en effet l'objet d'un véritable mépris. C'est l'arme des lâches, c'est-à-dire de ceux qui torpillent de nuit ou de jour des navires désarmés, les pêcheurs, les navires de commerce, c'est-à-dire des non-combattants, et qui rompent le combat lorsque les combattants arrivent pour les affronter. Le discours sur l'arme des lâches et des criminels n'est donc pas seulement l'illustration du mépris, mais aussi celui de la rancune. L'arme sous-marine, c'est l'arme qui prive la marine du combat. C'est l'arme qui se dérobe au combat. Dans le même temps, elle exerce une réelle fascination. Pourquoi ? Parce que c'est l'arme qui réellement va engager le combat, et c'est la seule, quasiment. C'est l'arme qui attaque, et qui plus est, l'arme des héros, qui prennent toute leur part dans le danger, qui permet de faire renaître ce qui a disparu dans le combat sur mer, à savoir les individualités, celle du commandant au premier chef que le combat sur mer a fait disparaître. Dernière remarque, la dimension offensive de ce discours des marins ne se joue pas seulement dans le rappel de l'éclat des combats oubliés, mais aussi dans la dénonciation de la faiblesse des moyens qui ont été attribués aux marins. C'est notamment ce que fait entendre la préface du commandant Tomasi à l'ouvrage que j'ai cité tout à l'heure, En patrouille à la mer, qui explique que, je cite, « Ce qui justifie notre admiration pour les nôtres, c'est qu'ayant si peu de moyens et souvent empêchés de les employer avec toute la hardiesse qui lui eût assuré le maximum de rendement, ils aient encore pu accomplir d'une manière aussi complète la tâche qui leur a été confiée. » Alors c'est ce qu'on pourrait appeler la rhétorique de l'empêchement, rhétorique qui peut sembler un peu contradictoire avec ce que je viens de vous expliquer, parce que où les marins se sont bien battus et le rappel de leur action d'éclat en témoigne, où les marins ne se sont pas suffisamment battus, mais la responsabilité en revient à d'autres. Mais on voit comment on peut résoudre le paradoxe. Les marins ont évidemment bien combattu, mais ils auraient pu faire bien davantage s'ils n'avaient pas été empêchés par les contraintes administratives. On retrouve là un discours très classique sur l'administratif qui bride le militaire, l'opérationnel. La violence et l'obstination de cette défense est une surprise. Après tout, la guerre sur mer a toujours été faite de ce qui s'apparente à de vaines croisières, désert des Tartares sur mer, où l'on guette un ennemi que l'on ne trouve pas forcément, et même rarement. Et les officiers de marine ne sauraient ignorer la gloire ignorée de ce que les Britanniques appellent le silent service, sans lequel il n'y a pas de victoire sur terre. Alors, troisième point, pourquoi donc cette rhétorique si curieuse qui met tant en valeur ces actions d'éclat ? Pourquoi cette survalorisation des actions d'éclat au mépris de toutes les autres ? Et, faut-il le dire, au mépris du bon sens ? Cette rhétorique offensive est en réalité une défense de l'institution qui apparaît menacée par la lecture négative qui est faite de son action. C'est la marine déplanquée, la marine qui ne se bat pas, la marine qui n'a pas eu de mort. Menace d'abord en temps de guerre, parce que l'inaction ou l'absence de combat mine le moral des équipages qui risquent de perdre l'allant nécessaire pour les combats à venir. Certes, on ne fait pas la guerre pour faire plaisir aux officiers et leur donner l'occasion de s'illustrer au combat. C'est vrai, mais l'absence de combat n'en est pas moins problématique. L'absence de Paul Schack dans son journal intime est sans équivoque. Il finit par maudire tous les officiers, y compris les officiers français, notamment le commandant du Courbet sur lequel il sert. Je cite, « La première condition de la victoire réside dans la confiance des troupes en leur chef.
Aussi irions-nous au combat tels des chiens qu'on fouette, persuadés que cet homme qui a tout manqué, sauf sa carrière, manquerait aussi la victoire, un pauvre être à la merci des événements. Et le 20 juin 1915, il conclut « De plus en plus, je me désintéresse du métier ». Ce point me semble d'ailleurs tout à fait essentiel, car il témoigne d'un décalage entre la réalité stratégique de la Première Guerre mondiale et l'imaginaire des officiers, qui semblent encore rêver à la veille de l'affrontement, à la bataille décisive dont dépendra l'issue de la guerre. Imaginaire, il est vrai, nourri de toute une littérature stratégique qui, à la veille de la Première Guerre mondiale, promeut cette bataille décisive et l'offensive à outrance, malgré des évolutions techniques qui ne cessent d'éloigner les combattants des uns des autres. Alors, on me dira que les évolutions techniques qui éloignent les combattants les uns des autres, elles ne datent pas de 1914. L'apparition de la torpille et la mise au point du Dreadnought en 1904-1905, ça fait déjà une dizaine d'années. C'est vrai, mais comme pour tout, il faut du temps pour s'adapter et pour réaliser que le vieux monde n'est plus. J'ai trouvé un exemple qui me semble tout à fait anecdotique, mais très révélateur. Le sabre d'abordage est supprimé réglementairement dans la marine en 1903. Qui croit encore en 1903 qu'on va attaquer des bâtiments à l'abordage, à part le Nordkaper, mais c'est l'exemple qui contredit la règle. Donc, cette inaction, elle est une menace, cette absence de combat, elle est une menace en temps de guerre, elle est aussi une menace, surtout, pour l'avenir. Le discours sur la marine qui n'a pas combattu donne du grain à moudre aux détracteurs de l'institution quant au bien fondé de son format, voire quant à son existence même. Il faut ici rappeler les pages vengeresses du député médecin de marine Paul Vigné-Docton, qui écrit dans Page rouge « Il ne fallut pas moins que la catastrophe du Gambetta pour dessiller les yeux de l'état-major général. On comprit enfin que la fameuse guerre au canon, la bataille décisive, était un four et que les mastodontes de fer et d'acier, avec leur artillerie formidable qui ne fit jamais aucun mal à l'ennemi, étaient à la merci des mines et des sous-marins austro-allemands. Certains vont même beaucoup plus loin, comme Faubras, qui va entonner l'air de « la marine ne sert à rien ». Discours d'autant plus efficace qu'il vient de l'intérieur. On voit la cruauté, mais aussi l'efficacité du procédé. Les marins n'ont pas combattu pendant la Première Guerre mondiale. Sous-entendu chez Faubras, la marine de guerre n'a aucune utilité. Et ce n'est pas moi qui suis antimilitariste qui le dit, mais les marins eux-mêmes qui se plaignent de ne pas avoir combattu. Vous voyez l'efficacité du procédé. Dès lors, évidemment, il a beau jeu de se moquer des déplorations des officiers, l'inactivité des escadres, leur ayant permis pour lui de renforcer la rigueur policière et d'exercer à plein leur paresse, puisque c'est une des grandes critiques que fait Faubras sur les officiers de marine. Le problème n'est pas en réalité pour l'institution, l'état-major, d'adoucir l'amertume des combattants, mais bien de justifier le format de la flotte d'avant-guerre. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la marine est confrontée au reproche d'avoir mis sur pied une flotte pour le combat, sans pouvoir justifier de fait de son utilité. C'est toute la question de la justification du format passé de la marine qui est ici en jeu, justification essentielle parce qu'elle conditionne le format à venir. Le discours porté par les marins est donc aussi là pour imposer des éléments de langage indispensables dans le cadre de la bataille budgétaire qui s'annonce, bataille ou compétition dans laquelle la marine entend bien ne pas se faire plumer par l'armée de terre. Bataille essentielle dans le cadre d'une compétition budgétaire qui, au lendemain de la Première Guerre mondiale, s'est aiguisée. D'autant plus qu'il va falloir partager le gâteau budgétaire militaire avec une troisième armée qui n'existe pas encore à proprement parler, mais dont tout le monde pense bien qu'elle va elle aussi réclamer sa part du gâteau, c'est l'arme aérienne, évidemment. Autre menace que ce discours supposé sur l'inefficacité ou l'inaction de la marine pose, c'est la menace sur les recrutements. Cette littérature, elle est indispensable, la mise en avant de ces actions glorieuses, pour mettre du baume au cœur des marins et pour retenir ou pour espérer retenir des hommes dans une armée déconsidérée qui n'a pour seul titre de gloire que le rappel de l'action des fusiliers marins à Dixmude, c'est-à-dire à terre. Pour le dire autrement, on a une urgence au lendemain de la guerre à régler et une représentation à inverser. Alors que les démissions se succèdent et que la marine peine à recruter de nouveaux officiers des marins, cette littérature, elle a bien pour fonction de ressusciter la gloire navale, la fierté navale, objectif qui passe par la mise en valeur d'un combat qui a bien eu lieu mais qui a été ignoré ou caché. Alors ce qui est intéressant, c'est d'observer qu'au tournant des années 30,
des années 20 et des années 30, on voit apparaître un discours un peu moins caricatural, moins guerrier, qui met l'accent sur les missions plus prosaïques, convoyage, surveillance, dont on a l'illustration avec les récits et romans de Louis Guichard. À la Folia Francese succède l'abnégation des marins. À la célébration des combats succède la célébration du sacrifice des marins. Sacrifice non de leur vie, mais de leur gloire. Alors cette évolution dans le discours, elle s'explique d'abord par les outrances de la période précédente. La littérature héroïque à la Polchak finit par être contre-productive. Et les récits de César Faubras montrent bien à quel point, finalement, il est plus facile de s'en moquer que de véritablement y croire. Elle perd en efficacité en raison de ses outrances. Deuxième raison, cette littérature plus raisonnable qui se met en place, ou plus juste, par rapport à ce qu'est la guerre sur mer, qui se met en place dans les années 30, elle permet de rompre avec cette espèce de fascination pour le passé, ce discours volontiers réactionnaire dont la marine, l'institution, n'a cure. C'est bien joli de mettre en avant les figures du passé et de présenter à tout nouveau candidat à l'école navale un destin à la Jean Bart ou à la Surcouf, avide d'héroïsme, mais le risque, c'est d'enfermer la marine dans une geste passéiste et contre-productive. C'est très flatteur pour les marins, mais ça donne une image archaïque de la marine qui sait très bien à quoi s'en tenir en ce qui concerne les abordages à la manière de Surcouf. Surtout, les années de disette sont terminées dans les années 30. C'est surtout ça qui est essentiel. Les problèmes liés au recrutement ont cessé, les budgets ne sont plus contraints en raison des tensions internationales, donc il n'est plus nécessaire de maintenir cette exaltation et on peut se cantonner à un réalisme un peu plus sage. Il n'en demeure pas moins que si l'on est convaincu de la noblesse de ce silent service, la gêne persiste. Être un officier de marine, c'est en temps de guerre celui qui doit combattre sur mer et pas seulement faire la guerre. On en a une illustration parfaite dans la préface du commandant Tomasi au recueil de récits En patrouille à la mer que j'ai déjà cité. Il évoque les récits et il écrit « Si les actions d'éclat n'y abondent pas, ce ne fut pas leur faute. Ils n'avaient pas, comme les corsaires allemands, la ressource de battre les mers en capturant de nombreux navires, ni comme les sous-marins de couler sans distinction tout ce qu'ils rencontraient. Le trafic ennemi avait disparu, c'était celui des alliés, plus intense et plus nécessaire que jamais, qu'il leur fallait défendre contre des adversaires presque impossibles à atteindre, sans même disposer d'armes convenables à ce genre de guerre imprévue. Tâche ingrate, dangereuse et sans gloire. » Et il conclut, en évoquant l'inaction des grands cuirassés en Méditerranée, c'était une mince consolation pour ceux qui les montaient de se dire que leur présence dans une rade fermée était, en dernière analyse, la garantie suprême de la liberté de nos communications. Car s'ils avaient manqué, les sous-marins appuyés par les forces de surface auraient eu beau jeu contre nous. Et la phrase, évidemment, qui dit tout. Si indiscutable que fût cette vérité, elle ne suffit pas à apaiser les regrets d'hommes qui, ayant choisi le métier de marin, avaient donc l'habitude et l'amour de l'action. Quatrième point, pour terminer, cette littérature, majoritairement axée autour de la mise en avant du combat, semble répondre à des reproches qui ne sont en réalité jamais explicitement formulés, et à une vision fantasmée de ce que fut la réalité des combats à terre. C'est donc une production que l'on pourrait qualifier d'auto-justificative. C'est parce que les marins savent ce que fut leur guerre qu'ils produisent une littérature de justification que personne ne leur réclame. C'est à leurs yeux qu'ils se justifient, dévoilant ainsi le ressort profond qui les anime, celui de la culpabilité. S'il est assez compréhensible de parler le langage de l'héroïsme pour rallier l'opinion publique, il ne saurait seulement s'agir d'une opération de communication de la part des différents acteurs qui interviennent sur cette scène. Cela dit beaucoup aussi du regard des marins sur ce qu'est un combattant. Disons-le tout de suite, un combattant, ce n'est pas seulement celui qui va au combat, au risque de ne pas le rencontrer. C'est celui qui se bat avec. On voit cette amertume dans la nouvelle de Daniel Parège, Les Brises que j'ai déjà citées, où il met en scène un canonnier breveté, l'Anglois, qui est moqué lors d'une permission par les siens, parce qu'il arbore les brisques de combattants du front. Alors il se plaint à son commandant et lui dit « Je veux mettre mon nom pour partir sur le front », sous-entendu à terre. Et la réponse du commandant « Sur le front, mais vous y êtes, ici, et vous faites le métier pour lequel on a besoin de vous. » Ce dernier se voit répondre « Je ne dis pas commandant, mais je veux voir les boches. » Dans une nouvelle qui compose Sous les mers, Gérard Bauer fait dire à un de ses héros, l'officier de marine Levinsky, quelque chose qui ressemble beaucoup à cela.
il écrit à sa fiancée, Maria, « Les journaux ennemis nous traitent de pirates ou de corsaires. Si seulement j'étais cela. L'autre soir, écœuré par le balancement de la mer, énervé par ma réclusion, j'avais pris un livre dans la petite bibliothèque que je me suis installé dans ma chambre. C'était Le Corsaire de Lord Byron. Ce chant est d'un bout à l'autre la glorification romantique des dangers de la mer et de la liberté conquise à coups de hache par un réfractaire. Si peu batailleur que je sois, ma sympathie allait à Conrad. Mais qu'y a-t-il de commun entre la besogne méthodique et sanglante que nous accomplissons et l'histoire merveilleuse de ces coureurs d'aventure? La guerre moderne n'a plus ni ce prestige, ni cette noblesse. Elle les a perdus le jour où nous avons appelé toute la puissance des machines au secours de notre cause. Je ne suis même pas un corsaire, Maria, un corsaire à l'ancienne mode, ivre de bataille, d'abordage, de longues courses sur les mers incertaines. Cependant j'aime, mon cœur n'est point mort. Penserez-vous de moi le jour que je disparaîtra, ce que Byron écrivait de Conrad à la fin de son récit, il laisse au temps à venir le souvenir d'un corsaire chargé de 1000 crimes, mais qui avait conservé une vertu. La vertu de l'action, bien entendu. Le problème est là. La marine a fait la guerre, mais elle ne combat pas vraiment. D'où d'ailleurs le discours volontiers haineux vis-à-vis des sous-marins lâches, je l'ai déjà expliqué. On pourrait le dire autrement, les marins ont le sentiment d'être lésés de leur part de gloire au profit des soldats du front terrestre, sentiment qui fait écrire à Parège cette phrase qui en dit long sur le moral des marins, mais aussi sur leur ignorance de la réalité des combats sur terre. Je cite, « Nos soldats, donc de l'armée de terre, rentrés dans leur foyer après la victoire, auront à compter des souvenirs et pourront accrocher de glorieux trophées aux murs qu'ils ont préservés. Mais nos marins, qu'en diront-ils ? Sinon qu'ils ont couru les mers, beaucoup peiné, beaucoup souffert, sans jamais connaître l'ivresse de la lutte qui excite et qui grise. » C'est ici qu'il faut évidemment convoquer les rares correspondances et journaux intimes, parfois inédits, qui disent presque tous leur honte devant la guerre à laquelle ils sont contraints. Tous disent leur énervement à ne pouvoir convaincre et la vacuité des occupations des marins. C'est le temps de la déception qui s'explique par la rareté des rencontres. Le souvenir est un souvenir honteux. Je vous donne quelques exemples. L'enseigne de vaisseau Pamplonne, qui se désole dans une lettre à sa mère, je cite, « En ce moment où la gloire court les rues », il écrit ça en 1914, « où il suffit d'avoir 20 ans pour pouvoir être un héros, moi qui ai fait ma vie du métier militaire, je me suis enfermé dans cette boîte à ressasser les mêmes amères réflexions. Ah, qu'on me donne quelque chose à faire, des cailloux à casser, quelque chose à quoi dépenser mon énergie. » L'enseigne de vaisseau Trinité Schilmans, je ne sais pas comment ça se prononce, Schilmans, cité par Paul Schack, n'est pas en reste, puisqu'en février 1917, il écrit « Notre guerre est sans gloire, et cela nous ne le pardonnons pas à la marine. Je sais. Nous contribuons à la victoire finale, nous affamons l'ennemi. Des mots. Nous sommes officiers pour nous battre, et non pour contribuer par notre seule présence à calfeutrer l'ennemi dans ses ports. » Rien d'étonnant à ce que les personnages d'officiers de marine des romans d'entre-deux-guerres reprennent cette antienne, redoutant que la guerre, je cite, finisse sans que nous ayons même de loin vu le feu. Et il ne s'agit pas seulement du cas de très jeunes officiers romantiques, que l'on peut supposer ignorants des réalités de la guerre, mais aussi d'officiers plus chevronnés. Le lieutenant de vaisseau Dupouet, en septembre 1914, exprime son écœurement dans ses lettres à sa femme de notre inaction. Il est vraiment pénible de jouer un rôle dans une farce quand il se joue tout près une si belle tragédie. C'est la raison pour laquelle il demande à rejoindre les fusiliers marins sur le front de l'Isère dès le mois de novembre 1914. Honte de ne pas comprendre et incompréhension devant des missions qu'ils ne comprennent pas, comme en témoigne la rage du lieutenant de vaisseau Paul Schack, qui, dans son journal intime, évoque le cirque, le charbon inutilement brûlé, l'énergie jetée au vent dans les croisières auxquelles il est contraint. Et quand il y a combat, c'est-à-dire quand il y a engagement, le résultat n'est pas à la hauteur des espérances. C'est notamment le cas lors du combat contre le petit croiseur autrichien Zenta, le 16 août 1914, dans des conditions qui sont loin de susciter l'enthousiasme des officiers de marine. Sans aller jusqu'à parler de fiasco, l'amiral bien-aimé tempère les cris de victoire, rappelle que l'écrasement de ce petit croiseur de 2500 tonnes, sans protection, sous le feu, désordonné pendant 20 minutes de toute l'artillerie de l'armée navale, qui a consommé 500 coups de gros calibre, il a perdu 2 canons de 24 et un de 19, alors qu'en 5 minutes, un seul de nos croiseurs cuirassés aurait certainement obtenu avec quelques coups bien réglés le même résultat. Cet écrasement, disons-nous, ne fut, en raison de l'effort accompli, qu'une piètre satisfaction. Ce sera cependant la seule. Plus laconique, l'amiral docteur confirme un marteau-pilon pour écraser une mouche. Ce n'est pas glorieux pour nous. Si les marins enragent dans ces vaines opérations sur mer, je ne suis pas certain
sauf à ne considérer que la production d'édifications réalisée par les officiers de l'armée de terre, que les soldats de Charleroi ou de Verdun revendiquent, je cite, « l'ivresse de la lutte qui excite et qui grise ». L'exemple, par exemple, de la comédie de Charleroi, de Drieux, ou les souvenirs de Galtier-Boissière, laisserait plutôt penser le contraire. Après tout, si le jeune Drieux part à la guerre avec l'enthousiasme de celui qui, allant affronter l'ennemi, va s'affronter à lui-même, il lui faut vite déchanter et déplorer que la guerre aujourd'hui, ce soit toutes les postures de la honte. Je ne suis pas certain que donc les soldats du front aient de l'héroïsme à revendre et connu l'héroïsme que semblent regretter les marins. En conclusion, il y a dans cette évolution du discours de la marine et des écrivains maritimes sur le combat les conséquences de choix politiques qui sont commandés par des besoins dont l'évolution conditionne la production de ce discours. Il ne faut pas initialement laisser à l'armée de terre le monopole de la gloire et de l'héroïsme. Et donc, il faut développer une littérature combattante. À partir du moment où l'image de la marine a retrouvé son lustre, à partir du début des années 30, il est inutile de s'y complaire et on peut abandonner ce discours un peu trop martial. C'est non seulement inutile, mais c'est dangereux parce que c'est contre-productif. En effet, la marine est une armée d'ingénieurs, une armée moderne, et qui, au cours des années 30, va présenter des navires qui sont des prouesses techniques. Il est donc absurde de se complaire dans une geste passéiste. Il n'en demeure pas moins que la tension demeure, dont témoigne, et c'est un exemple parmi d'autres, la fortune du mot corsaire, égaré en plein XXe siècle. On ne saurait tirer trop de conclusions ou des conclusions trop hâtives de l'onomastique navale. Tout de même, donner dans les années 1930 au fleuron de la flotte sous-marine française le nom de Surcouf et au dernier né des cuirassés de la flotte, celui de Jean Bart, me semble assez révélateur, sinon d'un deuil qui n'a jamais été totalement fait, du moins d'une fascination pour un temps révolu. Je ne suis pas certain non plus, sans vouloir polémiquer outre mesure, que donner en 1999 le nom de Guéprat au dernier né des frégates Lafayette ne témoigne pas non plus de cette même difficulté à résoudre le conflit intérieur qui se joue dans l'âme des marins. Les aspects les plus embarrassants, pour le dire en termes pudiques, de la personnalité assez instable de l'impétueux amiral disparaissent au regard du souvenir de Fire Eater, le mangeur de feu, le héros des Dardanelles, au point qu'on en oublie souvent qu'il s'agit d'une défaite, pas très glorieuse, d'une opération mal combinée par un officier dont la compétence en la circonstance pourrait être davantage interrogée. Il reste un dernier point à aborder qui me semble essentiel, c'est ce que l'on pourrait appeler la contrainte littéraire. Si la littérature maritime, selon la formule d'Alain Hervé, a enfanté une affligeante et répétitive littérature de tempête dont nous continuons de subir les dégâts, la littérature de la guerre navale, et sans doute de la guerre tout court, est encombrée d'une geste héroïque qu'elle renacle à abandonner en raison de son efficacité. À tel point d'ailleurs que, dans les années 20, la jalousie pointe chez ce qu'on appelle les frères de l'arme. Le général Gouraud, devant le triomphe des ouvrages de Paul Schack, constate amer, je cite, « Le livre sur l'armée reste à faire. Le livre qui dira autre chose que les souffrances et la mort, qui en montrera la grandeur quand elles sont supportées, acceptées pour que la patrie vive dans l'indépendance et l'honneur. » Mauvais perdant, d'ailleurs, il souligne que la littérature maritime a des contraintes moins grandes, car sur la mer, le bateau, cuirassé ou chalutier, est une unité complète avec son chef, son état-major, ses hommes, tandis qu'au lendemain de la guerre, les écrivains du plus beau talent n'ont guère vu que le poilu, tout au plus l'escouade. Il est vrai que le récit maritime est propice à l'héroïsation, de même que les récits des aviateurs, ces modernes chevaliers du ciel. Les récits des aviateurs ont permis de renouveler l'imaginaire héroïque de la littérature de guerre en personnalisant des combats que le premier conflit mondial avait embourbés dans l'anonymat des tranchées. Les récits maritimes apportent ce que les récits terrestres sont impuissants à donner. Je cite, parce que, c'est le général Gouraud, l'individualité des navires donne au drame de la mer l'aspect d'un duel pathétique que la complexité des luttes terrestres a peine à conserver. Sauf que nous le savons bien, ce type de récit naval ne rend que partiellement compte de la réalité de la guerre sur mer et que les duels pathétiques sont en réalité l'exception. Il est vrai qu'il faut beaucoup de talent pour faire du convoyage un ressort efficace de la narration. On pense ici évidemment aux deux chefs-d'œuvre de Nicolas Monsarat, La mer cruelle, ou celui moins connu, Maître à bord, mais il s'agit ici de la Seconde Guerre mondiale. Pour la première, le seul à avoir tenté et à mes yeux réussi l'exercice en France, c'est Maurice Larouille avec l'Odyssée d'un transporteur pillé. Il est toujours possible d'évoquer les nuits de veille, l'attente, les moyens de tromper l'ennui, mais toutes ces évocations ne prennent sens qu'au regard de la bataille qui vient. Il faut beaucoup de talent, je pense à Joseph Conrad, mais aussi à Dino Buzzati, dans un genre un peu différent, pour faire de l'attente et de l'ennui un ressort dramatique efficace. Raconter l'ennui, c'est bien plus sûrement prendre le risque d'ennuyer.
Et parce que les écrivains maritimes sont au service d'une cause, ils doivent trouver leur public d'abord. Je vous remercie.